Bonjour à tous. On pense souvent à la poésie comme à un art de la beauté, de la musicalité des mots. Mais et si ces mots devenaient des balles, des boucliers? Est-ce qu'un poème peut vraiment être aussi puissant qu'une arme? C'est précisément la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, une question qui est au cœur de votre programme sur la poésie du 19e au 21e siècle. Pour commencer, écoutez bien cette phrase. C'est une citation de Jean-Paul Sartre, et c'est une véritable accusation. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'ils ne reprochent pas à Flaubert ou à Goncourt ce qu'ils ont écrit. Non, ils leur reprochent ce qu'ils n'ont pas écrit. Pour Sartre, vous comprenez, se taire, c'est déjà agir. Le silence est un choix politique. Et c'est là toute l'idée de la littérature engagée. L'art ne doit pas rester neutre face au drame de l'histoire. Alors, il faut bien comprendre que la poésie engagée, elle ne naît pas dans le calme d'une bibliothèque. Non, elle naît dans l'urgence, dans le fracas de l'histoire. Quand on est face à l'oppression, à la guerre, à l'injustice, les mots ne cherchent plus seulement à être beaux, ils deviennent des outils, des armes. Le poète, lui, décide de mettre son talent, sa plume, au service d'une cause qui le dépasse. Pour bien se repérer, regardons rapidement cette chronologie. On va se concentrer sur deux grands mouvements. D'abord, la poésie de la résistance, née pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée. Et puis le mouvement de la négritude, qui émerge dans les années 30, dans un contexte colonial très lourd. Vous voyez, deux combats, deux contextes différents, mais une seule et même arme, la poésie. Allez, on plonge dans notre premier champ de bataille, la France, entre 1940 et 1944. Le pays est occupé, à genoux. C'est dans ce contexte que des poètes vont prendre les mots comme d'autres prennent les armes au maquis. Et là, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. À cette époque, le simple fait d'écrire, et d'écrire en français, devient un acte de résistance. Alors que la langue de l'occupant s'impose partout, continuer à utiliser sa propre langue, c'est un refuge. C'est affirmer que l'identité, que la culture d'une nation sont encore vivantes, qu'elles n'ont pas disparu. Le poème devient alors à la fois un refuge intime et un étendard brandi à la face de l'ennemi. Essayez d'imaginer la scène. Marianne Cohn, une jeune résistante, a été capturée par la Gestapo. On la torture pour qu'elle donne des noms. Dans cette situation absolument extrême, que lui reste-t-il? Les mots. Et elle écrit ce vers incroyable de puissance. « Je trahirai demain, pas aujourd'hui ». Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est un acte de souveraineté absolue. C'est comme si elle disait à ses bourreaux « Vous pouvez bien torturer mon corps, mais mon esprit, ma volonté, ça m'appartient encore ». C'est une victoire morale foudroyante. D'accord, on a vu la résistance individuelle, mais la poésie peut faire encore plus. Elle peut construire notre mémoire collective. C'est ce que fait Louis Aragon avec son poème « Strophe pour se souvenir ». Il s'inspire de l'affiche rouge, une affiche de propagande nazie qui présentait les résistants du groupe Manouchian comme des terroristes étrangers. Et que fait Aragon? Il retourne cette propagande comme un gant. Avec la force de ses vers, il transforme ces étrangers en héros nationaux, en frères, et il grave leur sacrifice dans notre histoire à tous. La poésie ici a littéralement le pouvoir de réécrire le récit. Mais attention, le combat n'est pas toujours mené contre un occupant militaire visible. Il peut aussi viser un système d'oppression plus insidieux, un système culturel. C'est tout l'enjeu de la lutte anticoloniale, où la bataille se joue sur le terrain de l'identité même. La négritude, c'est une stratégie qu'on pourrait qualifier de guérilla sémantique. L'idée est aussi simple que géniale. On prend le mot le plus méprisant, l'insulte ultime, nègre, et on le retourne contre l'oppresseur. On le transforme en drapeau, en étendard. C'est une manière de dire « ce mot que vous utilisez pour nous humilier, eh bien nous, on le revendique et on en fait notre fierté ». L'objectif, c'est de faire exploser le discours colonial qui affirmait que l'Afrique n'avait ni histoire ni culture. Et c'est Aimé Césaire, un des pères de ce mouvement, qui l'explique le mieux. Il insiste bien sur ce point. La négritude, ce n'est pas une plainte, ce n'est pas une lamentation sur un passé perdu. Non, c'est une démarche active, offensive, dit-il. C'est un sursaut de dignité, c'est une prise de conscience combative, un refus de se voir à travers le regard méprisant de l'Europe. Et cette attitude de combat, on la retrouve directement dans ses poèmes. Prenez ce vers, « Histoire, je compte l'Afrique qui s'éveille ». Le verbe « compter » est magnifique ici. Il a un double sens. Raconter, bien sûr, mais aussi compter, dans le sens d'avoir de l'importance. Le poète ne subit plus l'histoire, il la raconte. Et en la racontant, il la crée, il la fait exister. Il donne une voix, une présence à tout un continent qui s'éveille et qui réclame sa place dans le monde. Bon, on a vu ces deux exemples, la résistance d'un côté, la négritude de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel est le point commun? Eh bien, que ce soit la résistante face à la Gestapo ou le poète anticolonial, on retrouve chez eux la même conviction profonde. La parole a une puissance immense face à l'oppression. Alors, pour synthétiser, que faut-il retenir pour le bac? On peut dire que la poésie engagée a 4 grandes fonctions, c'est un peu sa boîte à outils. Premièrement, témoigner pour que l'horreur, comme celle vécue par Marianne Cohn, ne tombe jamais dans l'oubli.
Deuxièmement, dénoncer pour mettre la lumière sur une injustice, comme le fait Aragon avec la fiche rouge. Troisièmement, sublimer, c'est-à-dire transformer la souffrance et l'humiliation en beauté, en art, en dignité. Et enfin, quatrièmement, revendiquer pour affirmer une identité qu'on a voulu écraser et se battre pour un avenir libre, comme le fait Césaire. La résistance, la négritude, tout ça peut sembler appartenir à l'histoire, à un passé lointain, mais en réalité pas du tout. La question reste entière et même elle est brûlante d'actualité. Aujourd'hui, face aux injustices de notre monde, qui sont les poètes qui osent prendre la parole? Où trouve-t-on les mots qui résistent, les mots qui dénoncent, qui nous réveillent? Le flambeau a été transmis. La question, c'est de savoir qui le porte aujourd'hui.